et à tous. Merci de votre présence. Cette rencontre elle est organisée par le collectif citoyen L'eau est à nous, qui à l'heure actuelle est composé d'à peu près une trentaine de personnes. Donc, il est ouvert. Si vous souhaitez vous inscrire et participer à ce collectif, il y a une liste à l'entrée. Vous pouvez inscrire votre nom et votre adresse mail. On vous inscrira et vous pourrez à ce moment-là participer aux diverses réunions et combats que nous devons mener. Voilà. Il y a également une pétition que vous pouvez également signer et également une boîte où nous vous demandons une petite participation parce qu'il va falloir faire des affiches, etc. et que c'est vraiment des citoyens, donc il n'y a pas de moyens particuliers mis en œuvre à part nos poches. Alors d'abord, il faut que je vous dise quand même que le plaisir de se retrouver, de pouvoir échanger en se voyant, en se parlant physiquement, c'est un grand plaisir. Et en plus, surtout, pour une cause aussi essentielle que celle de la gestion de l'eau. Voilà. Donc, nous remercions la mairie de Villeneuve-de-Berg d'avoir mis à notre disposition, ça va là, d'avoir mis à notre disposition cette belle salle de l'Ardéchoise. Nous remercions Gabriel Amar qui s'est déplacé jusqu'à nous pour nous faire partager ses connaissances et son expérience. C'est du bonheur. De la gestion de l'eau. Voilà. Donc le collectif citoyen s'est constitué pour obtenir que le CIVOM accepte d'ouvrir un débat. Il nous l'avait promis il y a 10 ans, et donc on s'attendait à ce que ce débat soit ouvert avec les citoyens pour pouvoir décider. Et pourquoi pas, ça se fait également de faire une votation à la suite pour savoir ce que pensent les usagers du CIVOM. Alors, parce que ce collectif a été créé, parce qu'on considère que l'eau est un bien commun vital et qu'il est indécent qu'il rapporte de l'argent à des actionnaires. Ça nous paraît quand même un beau scandale. Donc, en ajoutant le fait qu'avec le changement climatique et la raréfaction de l'eau, il risque d'y avoir peut-être potentiellement une spéculation sur l'eau, on se dit qu'il est peut-être temps de réagir et d'essayer d'obtenir cette régie. Les délégués des 18 communes du CIVOM ont voté vraiment dans la précipitation la poursuite de la délégation au privé de la gestion de l'eau. Donc, et cela en sachant, en dépit du fait qu'un bon nombre de jeunes élus étaient vraiment demandeurs d'informations, parce qu'avant de voter, ils auraient particulièrement été ravis de pouvoir s'informer. Donc ils ont voté en ne sachant pas grand-chose, et en nous disant à nous, eh ben, on aurait bien aimé, parce que finalement on ne sait pas grand-chose, on va voter ce qu'on nous dit de voter. Voilà. Donc nous n'avons pas voulu, nous le collectif, en rester là. Nous avons invité à cette rencontre de ce soir tous les élus du territoire. Il y en a quelques-uns qui sont présents, notamment de Villeneuve, de Saint-Maurice-d'Illy. Voilà, nous les remercions de leur présence. Et je vais maintenant céder la parole à Gabriel Amar, qui va faire un exposé, qui sera suivi bien sûr d'un débat, échange entre tous, et puis j'espère qu'il pourra répondre à nos multiples questions. Voilà. Alors, Gabriel, je te laisse te présenter, hein, comme ça, parce que son CV est long comme le bras. Donc, je lui cède la parole. Merci. Tout d'abord, merci pour cet accueil. Je crois qu'on est aussi tous émus, investis effectivement, quasiment de se retrouver après tant de mois où on a pené à avoir des rencontres pour partager aussi des choses indispensables à notre vie, à notre sérénité, à notre bonne santé physique et mentale. Moi, je ne vous cache pas que en plein contexte d'une élection régionale, vous m'offrez une parenthèse, une soirée de fraîcheur, de bol d'air, puisque votre collectif est confronté à une actualité immédiate. Vous y avez fait référence, le contexte d'une prise de décision presque inattendue, puisque vous espériez le respect de la parole donnée. Il y a 10 ans, avez-vous rappelé, comme j'ai l'impression d'avoir été là à l'époque
dans le contexte, je me dis tout d'un coup, touchons du bois, j'espère que je vais vous porter plus de chance cette fois-ci que la dernière fois. En tout cas, dans ce contexte préélectoral, eh bien, moi je suis toujours disponible, de toute façon, quand il s'agit de se retrouver sur cette question de l'eau et du commun qui, depuis 20 ans, anime la diversité citoyenne, syndicale, associative et politique, au-delà des clivages politiques traditionnels. Et donc, ça me va bien d'avoir cette parenthèse sur ce thème, dans l'espoir de fédérer, indépendamment du contexte politique, bien au-delà de ce que chacun appréciera qu'il a lieu de faire dans des élections qui se déroulent dimanche. Et c'est pas ça notre intention ce soir. Ce qui est étonnant, c'est qu'en ce début du XXIe siècle, où l'implication citoyenne se manifeste, parfois même spontanément, votre collectif en témoigne, il y a encore des décideurs, des membres d'assemblées délibérantes, qu'elles soient communales, départementales, régionales, peu importe, qui estiment qu'on peut tout d'un coup appuyer sur l'accélérateur et prendre une décision, a fortiori en ayant pris avant l'engagement de favoriser le dialogue, la concertation, presque jusqu'à la dernière minute, si je dois comprendre les différents écrits que j'ai pu lire avant cette réunion. C'est d'autant plus étonnant que depuis 20 ans, et notamment ces 5 dernières années, l'histoire qui s'écrit quotidiennement par des engagements d'usagers, comme d'élus qui ont envie d'exercer leur mandat après l'élection, qui ont envie de travailler, qui ont envie de se donner à l'intérêt général et au commun, de moins en moins d'élus se disent « je vais me cacher pendant 12 ans derrière le 0,800 des multinationales ». Je dois dire que le contexte auquel vous êtes confrontés fait tâche dans le contexte. Et pas seulement parce que la tradition française, c'est de faire des régies publiques. Je vais revenir sur les chiffres dans un instant. Mais parce qu'il y a une accélération ces dernières années en matière de création de régies publiques, et monsieur vient en témoigner en tant que vice-président d'un conseil d'exploitation d'une régie qui s'est créée il y a peu. Cette régie est à l'image du modèle dominant français, puisque contrairement aux idées reçues, contrairement à ce que certains cherchent toujours à cultiver, le modèle dominant français, c'est la régie publique. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à m'engager en tant qu'élu local à l'époque, puis en tant qu'usager, communément on disait il y a 34 000 services d'eau et d'assainissement dans notre beau pays. Et immédiatement derrière, la fédération des opérateurs privés aimait à rappeler qu'il y avait 13 ou 14 000 services parmi ces 34 000 qui étaient délégués à des opérateurs privés. Mais le chiffre qui les intéressait le plus, c'était de dire, comme ils voulaient cultiver l'idée qu'ils étaient le modèle dominant français, qu'ils distribuaient et assainissaient l'eau pour un équivalent de 75% de la population française. Alors même donc qu'ils n'avaient pas une majorité de services en gestion, ils couvraient une très très large majorité d'usagers. C'est vrai, mais c'était il y a 20 ans. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans, et notamment l'appel de barrage dans le Var? Eh bien, c'est que il y a désormais 31 000 services publics d'eau et d'assainissement. Je dois dire, pour la clarté du propos, il y a aujourd'hui 31 000 services d'eau et d'assainissement, mais le privé. Alors pourquoi on passe de 34 à 31 ? C'est tout simplement parce que les syndicats ont fusionné, des communautés de communes ont décidé de reprendre la compétence. Bref, on est dans un contexte
où il y a en effet moins de services d'eau et d'assainissement qu'il y a 20 ans, non pas parce qu'il y a une population qui n'est pas desservie, mais parce que les entités interviennent sur des périmètres plus grands. Mais, et les chiffres sont ceux de la Fédération des opérateurs privés, la FP2E, ils n'ont plus que 6300 contrats. Cela vient bien démontrer que non seulement le modèle de régie publique ancestral, municipal, direct, géré par le conseil municipal en quelque sorte, parfois par des syndicats intercommunaux, eh bien, ce modèle ancestral a été renforcé par des nouvelles régies, tantôt à simple autonomie financière comme la vôtre, d'autres fois à personnalité morale, ou plus récemment des choses un peu plus hybrides, des sociétés publiques ont vu le jour. J'y reviendrai s'il y a des questions, parce que vous avez compris par le ton que je prends que je ne les porte pas en grande estime. Mais, il ne gère plus que le privé avec ses 6300 contrats, 60% de la population. Donc, l'histoire qu'on est en train d'écrire, dans un contexte où aucune régie créée depuis 20 ans n'est retournée au privé. Autre élément important de ce contexte, c'est-à-dire que personne ne le regrette, et des alternances politiques sont passées par là. Et parfois d'ailleurs, je le disais en introduction, ce n'est pas une question de clivage politique. Pendant 20 ans de combat, j'ai croisé des gens de toutes sortes d'engagements. Dans le pays de Gex, dans le Haut-Bugey ou dans le pays de Gex, eh bien, c'est sûr, hein, pas vu, pas pris. Donc on ne sait pas où sont les tuyaux, on ne sait pas en quelle année ils ont été posés. On a l'occasion là de mettre à plat pour savoir où est le patrimoine de votre territoire. Mais surtout, on n'a pas l'info, mais de toute façon, on s'en fout parce que c'est l'opérateur privé qui va continuer derrière. Ben, j'espère que l'opérateur privé, si ce n'était pas le même, il va transmettre les plans d'un opérateur à l'autre. Hein. Parce que sinon, comment on va faire? On va attendre quoi? Ah oui, peut-être qu'on va faire comme les autres. On va attendre que la chaussée s'écroule. On va attendre que la conduite se mette en l'air, et puis qu'il y ait de l'eau qui sorte. On va attendre qu'en ouvrant le robinet dans votre cuisine, vous ayez plus d'eau. Ou qu'il y ait des matières en suspension dedans, peut-être pour se réveiller et se dire « Ah oui, il est où le tuyau ?» Bon, j'exagère un peu hein, parce que j'essaye de vous faire sourire. Mais comprenez bien que c'est de ça dont on est en train de parler, quoi. Et que nous sommes tenus, parce que c'est du patrimoine public, à connaître ce patrimoine, à savoir de quand il date. Est-ce que c'est des matériaux composites? Est-ce que c'est de la fonte grise? Est-ce que c'est de la fonte qui vient de Chine ou qui vient de Pont-à-Mousson? On a le droit de savoir tout ça. Pourquoi? Mais parce que la durée de vie de ces tuyaux ne sont pas les mêmes. Bon, je m'éloigne de mon sujet, j'étais sur les personnels. Les métiers indispensables à la bonne marche du service, j'y reviens. Je disais que la SOR était moins gourmande que les autres. Je m'apprêtais à vous dire, méfiez-vous, si ce n'était pas la SOR, ce serait pire. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on va faire la transparence sur ce que fait la SOR, mais on oublie de dire que dans vos factures d'eau d'aujourd'hui, il y a des emplois qui ne servent à rien. En régie publique, dans vos factures, il n'y aura pas de directeur commercial et de directeurs régionaux. Il n'y aura pas les accompagnateurs de Roland-Garros et des parties de chasse. Je ne sais pas si la SOR pratique ça dans votre territoire, mais d'autres opérateurs pratiquent. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que en matière de personnel, comme dans d'autres domaines, vous allez le voir, une régie publique ne répercute à ses usagers qu'un coût. Il y a des anciens élus dans la salle, vous connaissez le principe de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Comment on la calcule? Sur la base du service rendu. Son estimation d'abord, puis on réajuste pendant l'exercice, et on réajuste du coup, en fonction de l'excédent de l'exercice, le taux de l'année d'après. Eh bien, en régie de la flotte, c'est pareil. On répercute un coût. Alors on en prend toujours un peu plus, pour être sûr de finir à l'équilibre. Mais l'argent que les usagers ont donné par l'intermédiaire de la facture ou des charges récupérables quand ils sont en copropriété ou locataires, eh bien, c'est pas de l'argent perdu, il reste dans le budget de l'eau.
il constitue la première recette de l'année d'après. Donc, c'est pas perdu. Par contre, avec la délégation au privé, eh ben, c'est pas le cas. Il y a dans cette masse salariale des métiers dont nous n'avons pas besoin pour assurer un haut niveau de travail technique et administratif dans le cadre d'une régie publique. Deuxième différence, je vais être plus rapide, les impôts locaux. Les régies publiques ne payent pas d'impôts locaux. Les opérateurs privés estiment que c'est une charge que vous devez leur payer. À vous, personne ne vous paye des impôts locaux, hein, bien sûr. Mais vous, vous êtes priés de leur payer leurs impôts locaux. Troisièmement, quand vous prenez un rapport annuel de la SOR, vous allez dans le compte annuel de résultats d'exploitation et vous trouvez une ligne qui s'appelle joliment Contribution aux organismes centraux et à la recherche. Alors déjà, je vous invite, puisque vous êtes dans un principe en France, nous sommes dans le principe qu'on paye pour un service fait et que c'est un service facturé et pas un service financé par les impôts, mais par une facture d'usager. C'est le principe dit de l'eau paye l'eau. Et bien, comme on vous rend un service et que vous le répercutez, vous devez demander ce qu'on cherche avec votre argent. Ah oui, si vous payez de la recherche, en quoi vous en avez bénéficié, hein? Et si vous avez une réponse motivée, qui vous semble concrètement vous annoncer que vous avez bénéficié de recherche et que vous avez payé de la recherche avec votre facture, ben vous me prévenez tout de suite. Parce que ça fait 20 ans que je cherche. J'ai jamais eu de réponse. Ou alors j'ai eu le même copier-coller d'un rapport annuel à un autre, quasiment au mot près, quel que soit l'opérateur privé. Si vous faites mieux que moi, je prends. Ce serait la bonne nouvelle. De ce point de vue-là, en tant qu'usager, la directrice de Haute-Paris, qui m'a amusé au début quand elle me disait « Gabriel, il faut demander ce qu'il cherche ». Je disais Odile de Cornet, c'est la directrice de Haute-Paris qui a fait passer Paris du privé au public. On parle souvent de Anne Lestrade parce que c'était la présidente du conseil d'administration et j'ai beaucoup d'estime pour la présidente du conseil d'administration de Haute-Paris de l'époque. Mais la directrice, celle qui a concrètement fait qu'il ne suffit pas de prendre les bonnes décisions politiques, c'est qu'à un moment donné, le truc ça tourne, quoi. Puis c'était la capitale de la France. Hein. Bon. Eh ben, Odile, elle me disait, mais Gabriel, il faut demander ce qu'ils cherchent, quoi. Mais justement, il faut les prendre en faute là-dessus. Parce que ils n'ont pas à prétendre répercuter à l'usager des frais de recherche dont ils ne bénéficient pas. Et elle me disait, oui, parce que s'il s'agit d'aller financer de la recherche pour de l'expansion internationale d'un groupe, franchement, il y a le droit pour l'usager de contester le fait qu'on lui facture ça dans sa facture. Lesquelles factures, bien sûr, ne racontent pas l'histoire que je suis en train de vous raconter, parce qu'elles sont présentées de manière à ce que vous ne puissiez pas voir tout ça. Bien sûr. Mais le plus important dans la phrase, après l'anecdote de la recherche, c'est contribution aux organismes centraux. La contribution aux organismes centraux, c'est ce que vous avez dit d'entrée de jeu. C'est la paille qui est dans votre contrat pour faire remonter de votre contrat, en fait de votre porte-monnaie, pardon, de l'argent au travers du contrat pour remonter à la maison mère. Et quand vous savez que les fonds de pension retour ont investi dans la SOR, vous voyez à quoi je fais référence. Donc, contribution aux organismes centraux qui peut représenter 10 à 20% des charges, pour employer leur vocabulaire, qui justifient de leur prix que vous payez. D'accord? C'est pas un détail. C'est officiel, ça s'appelle contribution aux organismes centraux. En début de contrat, c'est modeste, en milieu de contrat, ça commence à gonfler, et en fin de contrat, c'est bien déguisé, mais ça n'a pas fondu comme neige au soleil. Oui, parce que des fois, à la fin des contrats, ils pleurent un peu, ils vous présentent des comptes en négatif, on se demande pourquoi ils veulent rester, tout ça, tout ça.
Mais, non, presque il ferait la manche. Bon, je cherche aussi un peu à décontracter l'ambiance, quoi, parce que c'est pas un sujet, comparer la comptabilité privée à la comptabilité publique, ça devient vite rébarbatif, quoi, hein, donc j'essaie quand même qu'on s'en souvienne. Alors, c'était la troisième ligne, j'ai pas fini, j'en ai annoncé 5. Alors, la quatrième, c'est l'impôt sur les sociétés. Vous payez l'impôt sur les sociétés de ces entreprises. Il faut que vous le sachiez. Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas de contribution aux organismes centraux dans les régies publiques. Hein. C'est une dépense en moins. Mais je pense que vous l'aviez déduit de vous-même. La quatrième, les régies publiques ne payent pas d'impôt sur les sociétés. Et la cinquième, je vous l'ai donnée tout à l'heure, je vous la répète, c'est l'excédent de fin d'année. En régie publique, comme en commune, on constate qu'il y a un excédent d'exercice, on affecte ce résultat et il constitue un élément de recette dans l'année en cours ou ensuite en report dans l'exercice suivant, mais l'argent n'est pas perdu, il reste, selon le principe d'ailleurs de la comptabilité publique désormais applicable à tout le monde en matière de gestion d'eau, parce qu'avant il y avait des dérogations pour les petites communes, les excédents des services de l'eau ou de l'assainissement des eaux usées restent coincés à l'intérieur du budget de l'eau ou de l'assainissement des eaux usées de l'année d'après. Alors que quand vous prenez le résultat annuel d'exploitation de la SOR et qu'il y a eu un excédent qu'ils ont bien voulu déclarer par souci de transparence, je vais revenir sur cet aspect, eh bien, vous regardez les comptes de l'année d'après, en recette, vous nous dites que vous allez retrouver l'excédent, disparu, évaporé. Bon, il n'y a pas de l'eau qui passe à l'état gazeux. Donc, vous voyez qu'il y a là 5 différences. Et je redis, pour commencer par ces 5 différences, il n'y a pas besoin de payer un bureau d'études. Vous venez de le faire. Et mieux encore, le président d'un syndicat, avec un expert comptable, conformément à la loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, qui a mis en place un dispositif qui contraint l'opérateur à se soumettre à une révision quinquennale. Sur un contrat de 12 ans, on peut imaginer qu'on en a fait 2 des révisions quinquennales, dans le contrat qui se termine, je vous invite à le vérifier. Eh bien, on peut aller vérifier, parce qu'on en a le pouvoir, dans la comptabilité analytique de la SOR, si les comptes annuels et résultats d'exploitation, qui sont des documents déclaratifs grand public, ne sont pas truffés d'erreurs et sont bien conformes à la réalité des comptes, dans le livre de compte, de la filiale titulaire du contrat, de votre SIVOM. Et ça, je ne peux pas le faire, vous ne pouvez pas le faire, mais le président, lui, vis-à-vis de la population, a le devoir tous les 5 ans de mettre à plat un contrat pour regarder s'il n'y a pas eu des distorsions dans la vie du contrat qui font que l'usager de son territoire, très démagogiquement les électeurs, n'ont pas été finalement, floué, merci, je cherchais quelque chose de plus, enfin voilà, on s'est compris, floué, et ça c'est le rôle de l'élu qui préside le conseil syndical. À défaut, c'est dire au président, je suis délégué au syndicat, il faudrait peut-être que tu ailles voir si ce qu'on nous raconte, c'est la réalité. Juridiquement, il en a le pouvoir. Quand je vois que le bureau d'études met un petit trait blanc et avec des infos pas renseignées dans sa recherche de documents pour analyser la fin de la délégation de la SOR, mais ça ne devrait pas être possible. L'autorité juridique qui peut exiger et menacer la SOR de poursuite pour obtenir les documents, c'est le président du syndicat. C'est lui qui en a le pouvoir. Il ne peut pas se cacher derrière une étude. Il doit faire le job. Et l'étude, c'est si par hasard il n'y a pas la compétence dans les services que l'on fait appel peut-être à des compléments d'expertise extérieure. Mais on ne s'en tient pas à un constat fait par un bureau d'études à qui finalement on n'a pas donné le pouvoir, et c'est normal parce qu'il ne l'a pas
que c'est soi-même, président, qui avons le pouvoir d'avoir les informations manquantes. Bon, je vous ai donc donné ces 5 différents, je les récapitule. Le personnel indispensable à la bonne marche du service, en régie, vous payez que ça. Quand c'est le privé, vous payez plus pour des emplois qui ne servent pas à la bonne marche du service et qui vont faire autre chose que la bonne marche du service d'eau et d'assainissement. Deuxièmement, vous payez avec le privé leurs impôts locaux, vous payez leurs impôts sur les sociétés, vous payez des contributions aux organismes centraux et peut-être que vous payez de la recherche pour rien. Et cinquièmement, l'excédent de fin d'année s'évapore dans la nature et vous ne savez pas ce qu'on a fait avec votre argent. Voilà. Et après, à ce bureau d'études irresponsable, mais qui en même temps est responsable d'écrire ce que le payeur lui demande d'écrire. Ah oui, le bureau d'études, finalement, il écrit ce que celui qui paye lui demande de mettre sur le papier. Quand il se permet de dire, je retrouve la phrase, mais malheureusement, vous allez voir, je ne l'ai pas marqué. Il se permet de dire un truc incroyable sur les investissements. Déjà qu'on n'a pas les plans et qu'on n'a pas l'inventaire du matériel. Non, peut-être que je ne suis pas dans la bonne ligne. Non, c'était pas cette page-là. Mais bon, je m'en souviens à peu près. Comme ce n'est pas un document secret, vous pourrez le retrouver vous-même. On le retrouvera tout à l'heure. Pendant les questions, je vais le chercher. Il dit qu'il recommande de confier les investissements aux futurs opérateurs privés. Non mais vous vous rendez compte? Il n'y a pas un élu pour relever la tête là? Non mais, vous savez que l'investissement en comptabilité publique, quand vous mettez un tuyau en fonte ductile fait à Pont-à-Mousson, que vous savez qu'il va durer 80 ans, vous l'amortissez dans le budget en comptabilité publique sur 80 ans. Si vous ne pouvez pas l'autofinancer en une seule année, c'est-à-dire le payer par ce que les usagers payent dans l'année N, moi je vous déconseille de faire ça. Parce que des tuyaux qui vont durer 80 ans, n'acceptez jamais qu'ils soient payés en 2 ou 3 ans. Il faut y mettre de l'emprunt dans cet investissement. Parce que c'est noble d'emprunter pour financer des ouvrages qui vont servir à plusieurs générations de contribuables, quand c'est la commune, d'usagers quand il s'agit des services d'eau et d'assainissement. N'ayez pas peur de la dette. Toutes les dettes ne sont pas bonnes, bien sûr, mais la dette dont je parle là, c'est une dette publique où il est normal de payer un emprunt à la Caisse des dépôts pendant 40 ans à taux zéro pour payer des infrastructures qui vont durer 80 ans. C'est légitime, c'est normal. Bien. Mais si vous dites que les investissements sont faits par l'opérateur privé et que c'est votre postulat de départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 millions de travaux, quoi qu'il arrive, vous êtes obligés, vous les usagers, de le payer à l'opérateur sur la durée du contrat qu'il a obtenu, c'est-à-dire en 12 ans. Et même en moins, parce que généralement, il essaye de faire la flotte avant de partir. Il n'attend pas la dernière minute. Bien. Donc, 10 millions d'euros de travaux, ou même 40, peu importe le chiffre, qu'on paye avec un amortissement technique, un amortissement financier sur plusieurs décennies, ça n'a pas, chaque jour quand vous ouvrez le robinet, la même répercussion dans le tarif qui vous est répercuté que la même somme que vous devez payer dans un délai plus court, de 10 ou 12 ans. 1 million d'euros que vous payez en 12 ans, c'est pas la même chose qu'1 million d'euros que vous payez en 40 ans. Il n'y a pas besoin là non plus d'un bureau d'études. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, et ben eux, il y a personne qui réagit. Il n'y a personne qui dit, il y a un problème. On va faire les poches des usagers si on donne des investissements à l'opérateur privé. Parce que s'ils manquent de courage et qu'ils ne veulent pas assumer la technicité et je ne sais quoi, alors que c'est pas vrai. S'il y a 24 000 services publics d'eau et d'assainissement en France sur 31 000, c'est bien la preuve qu'il y a du savoir-faire public, qu'on ne distribue pas de la merde de robinet dans les villages. Parce que souvent, c'est plutôt les villages qui sont en régie en plus, et pas les grandes villes. Bon, bien que maintenant, il y a de plus en plus de grandes villes en régie, bien entendu. Mais, puis de toute façon, s'il y a des gens qui gèrent mal, il y a des élections, on en change tous les 6 ans si on a envie, comme
on change parce qu'une mairie est mal gérée. Bon, mais là, ils veulent nous enfermer pour 12 ans. Comme j'ai lu dans une de vos notes, il y a écrit que ceux de la municipale de 2026 ne verront même pas passer le dossier dans la mandature de 2026 à 2032. Hein? Bah oui, c'est la vérité. Bon, c'est pas sérieux. Donc, j'en reviens à mon affaire. J'étais en train de vous dire que les investissements, même quand on est fainéant, il faut les garder. Pour cette raison-là, parce que si on veut être réglo avec les habitants et leur faire payer le moins cher possible des investissements indispensables, eh ben, il faut les gérer publiquement, sous maîtrise d'ouvrage du syndicat. Et on prend une boîte pour faire de la prestation d'entretien si on veut. Mais on n'a même pas besoin de le faire. Je pense que monsieur nous parlera de la régie créée à l'instant, mais je suis sûr qu'on se rejoindra sur l'idée que, bien sûr, il y a des métiers dans lesquels on a des besoins ponctuels, et là, on peut faire des marchés à bonne commande et faire de la prestation extérieure, puis en plus, ça fait travailler l'emploi local, le prestataire du coin, donc tout ça est utile. C'est pas parce qu'on est pour la régie publique qu'on est pour couper court à tout partenariat avec des entreprises générales, avec des fontainiers, avec des grutiers ou avec des entreprises qui savent faire des ouvertures de chaussées ou des choses comme ça. Bon, donc après, chaque territoire a son point d'équilibre pour équilibrer le service en dépenses et en recettes. Hein, il y a des endroits où il y a 2-3 millions de mètres cubes par an de consommés, bah, on intègre plus de métiers dans la régie. Puis des territoires où il n'y a que 700 000 mètres cubes par an facturés ou consommés.